Je le disais ce matin, un moment fort de Financium aussi, chaque année, et a fortiori en 2019. Lors de cette édition, c'est un échange direct avec le public, puisque vous êtes certainement nombreuses et nombreux à vouloir interroger, peut-être aller plus loin que ce que vous avez entendu et reçu, et perçu peut-être même comme impression au cours des différentes interventions. Donc je vous propose, on va refaire un peu la lumière dans la salle, et vous allez avoir le micro, une hôtesse va venir se diriger vers vous et vous proposer un micro. N'hésitez pas, nos invités sont là pour vous répondre. Est-ce que quelqu'un souhaite se manifester? Monsieur, nous vous écoutons, je vous demande simplement de vous présenter rapidement au départ. Oui, Stéphane Salé, Société Générale. Juste une question pour monsieur Le Binière. J'interviens dans les écoles de commerce, et pour moi, il y a un vrai poison dans ces écoles de commerce. Quand on demande aux étudiants à quoi sert l'entreprise, la réponse c'est « to maximize the shareholder value ». Et ça, c'est ancré, on ne peut pas imaginer comment on a réussi à ancrer ça dans le... Donc ça, c'est la première réaction sur ça. Deuxième chose, je suis un gaulliste fondamental, et est-ce que vous ne pensez pas que le général avait quand même raison avec son histoire de la participation? Il n'a peut-être pas réussi à le faire, mais ça aurait, je pense, changé pas mal de choses maintenant. Le général précurseur, en quelque sorte, Gonzague de Blinière. Alors, je partage votre admiration pour le général, mais il est mort, donc on ne peut plus rien faire avec lui. Non, sur les écoles de commerce, vous avez raison, hein, je pense qu'il y a une vraie mutation à faire au niveau des profs, c'est que... mais ça vient doucement. Regardez, est-ce qu'on aurait imaginé il y a 15 ans d'avoir une loi pacte et une loi sur la raison d'être de l'entreprise? Non. Voilà, tout le monde en parle en ce moment. Enfin, il n'y a pas un seul colloque, vous êtes le premier exemple, il n'y a pas un seul colloque où on ne parle pas de raison d'être, à qui appartient l'entreprise, est-ce que l'entreprise appartient vraiment à ses actionnaires ou pas à ses salariés. Enfin bon, donc moi je suis assez optimiste, ça viendra au niveau des profs. Ça serait bien que les grandes écoles dont vous parlez soient au moins précurseurs et mettent au programme la raison d'être. Je fais une petite parenthèse. On est en train, nous, de travailler sur notre raison d'être. Et on a des élèves de l'école des mines, des chercheurs de l'école des mines qui viennent travailler chez nous sur la raison d'être. Je voudrais être très honnête, il y a 5 ou 6 ans, on m'aurait dit, tu as des gars de l'école des mines qui vont venir travailler sur la raison d'être sur ta boîte. Bon, alors là, ça m'aurait... Bon, c'est très sérieux. Et en plus, l'ensemble de l'équipe de Raise, on n'est que 42, mais sont très motivés par cette action. Donc ça vient, et je suis d'accord avec vous que ce n'est pas suffisamment... Bon. L'actionnariat des salariés, nous on est très pour, dans le métier d'investisseur, on pousse à chaque fois à ne pas concentrer l'actionnariat uniquement en une main ou simplement un comité de direction. D'ailleurs, toutes les belles histoires de LBO, de rachat d'entreprise par les salariés, ou des belles histoires de private equity, sont des histoires qui sont les plus partagées. Nous avions racheté à l'époque Courtepaille, groupe Accor. On a fait près de 280 salariés qui sont devenus actionnaires. On avait fait même de la communication avec Havas, je me souviens, non, avec Publicis, en disant soyez actionnaire à plus d'un titre. Bon, vous voyez, des trucs, on avait bien travaillé le sujet. C'était fantastique, et les gens ont vraiment apprécié. Donc, en faire une loi, je ne suis pas sûr, parce que toutes les entreprises ne sont pas forcément préparées à un actionnariat complet. Mais en tout cas, le monde du private equity, de l'investissement, doit pousser, à féminiser les comités de direction, très important. 2, à pousser à l'actionnariat le plus large possible, très important. Et 3, à donner du temps aux entrepreneurs, parce que faire tourner un actif 3-4 ans, c'est quand même un peu rapide pour l'entrepreneur, donc il faut l'allonger. Puis si les profs, si les CHSC et SEC pouvaient prendre quelques patrons d'entreprise comme profs, ça serait aussi super. Christian Walter va vous répondre également, monsieur. Oui, je pense que c'est une question qui est extrêmement importante et souvent, là aussi, pas traitée comme il faut. Si dans les écoles de commerce françaises, européennes ou américaines, on enseigne ce qu'on enseigne, c'est parce que les manuels contiennent ces notions théoriques de base qui sont enseignées. C'est-à-dire que là, on a affaire à un outillage mental particulier qui est le manuel de finance. Même si on a envie d'être gentil, ce qu'on disait juste avant, et de faire autrement, pour des raisons qui sont liées à une forme d'inertie intellectuelle, non pas des individus, mais des communautés de chercheurs au niveau international, pour ces raisons-là, les manuels durcissent et structurent l'enseignement.
Donc si on veut vraiment changer les enseignements, et je pense qu'il y a un vrai enjeu dans ces écoles, en tout cas en France, la bonne voie pour y arriver, c'est de changer les manuels. Or, changer un manuel, ça ne se fait pas comme ça ne tombe pas du ciel. C'est parce que demain, 3 gentils industriels vont faire un nouveau manuel qui va être enseigné. Parce que les manuels renvoient à un état de l'art en matière de savoir collectif, on parlait ce matin d'intelligence collective, de savoir collectif au niveau mondial. On appelle ça un paradigme. Aujourd'hui, pour diverses raisons, au niveau mondial, moi je bouge beaucoup, j'étais en Asie, je vais en Australie, je pars après-demain à Singapour, j'étais en Amérique du Nord plusieurs fois. Au niveau mondial, il y a des paradigmes qui sont extrêmement durs, dont celui que vous mentionnez. Tant que, du point de vue, par exemple, de la recherche, on ne fait pas bouger un paradigme, on peut se fatiguer à vouloir changer en aval des enseignements, et finalement, le paradigme tient. Donc ce que j'essaie de dire là, c'est que c'est une question extrêmement importante, mais que pour changer l'enseignement de finance de ces écoles et des universités dans le monde entier, il faut changer les manuels, et que pour changer les manuels, il faut changer les paradigmes. Et que pour ça, il faut arriver à attaquer au niveau du paradigme. Et puis pas attaquer au niveau du cours. Si les manuels étaient un peu moins anglo-saxons, ça serait pas mal aussi, je trouve. Alors ça, c'est extrêmement important. Merci Gonzague. Là, c'est un point très sensible. Il faut absolument être précis. Les manuels français, pour diverses raisons de paradigmes, reprennent les paradigmes internationaux, pas forcément anglo, mais internationaux. Si maintenant la recherche française était encouragée pour produire une école de pensée française en matière entrepreneuriale, autrement dit, pas juste un point de vue, mais une école de pensée qui serait reconnue au niveau international par ses travaux, on va dire, de recherche, là, il y aurait aussi un moyen très important de changement de paradigme. Je cite une anecdote. J'étais auditionné au Parlement européen en 2010 par le groupe Crise, par des eurodéputés, et je demandais à Pervenche Berès, à l'époque eurodéputée sur la question, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à proposer une approche française? Elle m'a répondu qu'en face d'elle, il y avait 1 mètre linéaire d'articles américains qui imposaient des paradigmes. Donc je dis là, il y a un vrai enjeu. Et pour ça, on aurait besoin que la recherche, pas pour moi, je ne suis pas professeur, on aurait besoin que la recherche puisse proposer une école française de pensée différente. Et c'est un travail de longue haleine, mais qui, à mon avis, est fondamental. Il y a eu une école française qui a disparu. Aujourd'hui, c'est l'école américaine de risque qui est dominante. Donc il faut faire bouger les choses, je pense, au niveau-là. Alors Pascal Ferron, peut-être un élément de réponse également. Oui, juste très rapidement, de plus en plus d'entrepreneurs enseignent et pas uniquement des profs sur la finance dans ces écoles-là. Et quand ce sont les entrepreneurs qui enseignent, ils savent très bien dire qu'on n'obtient pas le succès parce qu'on cherche le succès, on obtient le succès parce qu'on a des idées, on travaille bien, on innove, on a envie, et donc le succès vient. Merci à tous les trois d'avoir répondu. Est-ce que, madame, vous souhaitez intervenir peut-être? Non? Alors, on va vous apporter un micro. Voilà, madame, au 4e rang, à l'avant. Nous vous écoutons, madame. Merci beaucoup. Je suis Marie-Hélène Marot et je préside le groupe étudiant au sein de la DFCG. Je voulais juste vous dire, pour mettre une note d'optimisme dans tout ça, que ce groupe étudiant, qui est une spécificité pour une association professionnelle, d'avoir un groupe étudiant qui représente environ 10% des adhérents de la DFCG, a pour objet de rapprocher justement, de remettre en cause les modes éducatifs pour les rapprocher des besoins des entreprises et de l'évolution, je dirais, du monde dans son ensemble. Et inversement, que les professionnels soient au fait des méthodes d'enseignement les plus novatrices. Et on se rend compte à travers ça, et donc ceci nous donne l'occasion de nous rencontrer dans un certain nombre de circonstances, on se rend compte à travers ça qu'il y a une vraie évolution des modes d'éducation, hein, notamment dans nos métiers de la finance, par exemple, pour développer la créativité et l'innovation. C'est des choses qu'il y a quelques années, en finance, on se posait pas la question. Donc voilà, c'était juste pour apporter cet éclairage. J'aurais voulu poser une question à Gonzague de Blinière aussi. Concernant Raise, est-ce que vous investissez dans l'associatif ? Alors, on n'investit pas aujourd'hui dans la CFF. On a un fonds d'impact donc, par la Fondation de France qui nous a apporté 100 millions d'euros.
On aurait bien voulu le faire, mais on le fera sur un autre véhicule. Moi, je pense qu'il y a la place pour créer un outil très simple. Vous avez des associations qui ont pignon sur rue, qui ont besoin de lever 500, 1000, 1 million d'euros très rapidement. Ils ne peuvent pas le faire. Ils passent un temps fou à le faire et ils ne peuvent pas le faire. Par contre, lever 500 000 ou 1 million d'euros sur 5-6 ans, c'est tout à fait faisable. Donc on pourrait imaginer qu'ils aillent voir une banque, mais aucune banque ne leur prête. Donc l'idée qu'on a, c'est de créer à terme peut-être une structure qui pourrait faire ça. Mais c'est une très très bonne idée de lever un fonds qui aide les associations. On a une question ici de madame. Nous allons vous apporter le micro. Merci. Bigot, je suis DAF ex-Nissan. J'ai fait le M Lyon il y a très très longtemps. Et à l'époque où j'ai fait le M Lyon, le seul projet humanitaire qu'il y avait, c'était les jeunes qui allaient en prison, faire des cours en prison. Cette année, à la soirée annuelle de l'EM Lyon, j'étais sidérée de voir qu'il y a un concours pour l'entrepreneuriat solidaire. Donc il y avait un concours avec des gens qui ont été primés. Il y a énormément de start-up créées dans l'EM Lyon pour des projets sport dans les banlieues, sport dans la ville, voilà, pour l'énergie renouvelable, etc. Et j'étais sidérée de voir qu'il y a à l'intérieur de l'EM Lyon une énorme association qui gère des projets humanitaires avec des jeunes qui prennent 1 an dans leurs études pour aller créer des puits, planter des arbres, etc. Donc je voudrais ajouter une note positive à celle de Marie-Hélène pour dire les écoles changent, peut-être pas par les professeurs, peut-être pas par les chercheurs, mais par les élèves. Malheureusement, tant que ces écoles seront en compétition avec des écoles asiatiques, chinoises, américaines, elles n'auront pas d'autre choix que de dire à leurs élèves « maximize the profit ». Oui, Christian Walter. Oui, ça se répond, c'est la même question sur un autre niveau, mais c'est très important parce que tout le monde voit bien qu'il y a un enjeu. Les étudiants en ont assez, les élèves de faire autre chose, on se dit ça ne marche pas, et au-dessus il y a un plafond de verre qui est le paradigme. C'est là que je dis que si on veut attaquer, il faut attaquer le paradigme, au niveau du paradigme, pour faire correspondre ce qu'attendent les jeunes et ce qui leur arrive par, on va dire, ce système international mondial. Les écoles asiatiques dont vous parlez, moi je pars à Singapour après-demain ou d'autres, elles ont le même paradigme. Et ça c'est important, de bien comprendre qu'il faut arriver à ce qu'il n'y ait pas de désalignement entre l'attention qui se trouve en bas et le paradigme qui est en haut. C'est ça qui est très important. Merci Christian Walter. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre intervention, volonté de débattre? Alors pardonnez-moi, je ne vois pas tout, n'hésitez pas à vous manifester même par la voix pour demander le micro. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Oui, monsieur, au premier rang. Nous avons une question ici au premier rang. Voilà, madame va venir vous apporter le micro. Nous vous écoutons. Alors le micro de monsieur peut-être n'est pas... C'est le micro jaune avec le... Alors parlez plus près visiblement. Oui, Jean-Luc Roumy. Je suis un ancien d'HEC. Et je voulais rappeler quand même qu'HEC a été la première grande école à créer la chaire sociale il y a quelques années. Et je suis un ancien président d'Emmaüs et on a levé des fonds sans problème. Non, mais et c'est de vrai. gros fonds. Non, mais voilà quoi. Cela dit, il peut y avoir complémentarité, effectivement, dans les œuvres. Mais c'est très vrai de dire que les choses vont changer. C'est pas que les écoles qui vont changer grâce aux jeunes. Je pense que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la société va changer grâce aux jeunes. Ils ont envie de... Quand on voit, nous, sur les 2500 startups que l'on a vues, plus de la moitié sont créées à partir d'une idée pour mieux vivre ensemble. C'est pas, tiens, j'ai un produit qui va être... Et beaucoup sont des HEC, d'ailleurs, de très grande qualité, pas d'attraper. Mais c'est vrai. Et donc, la plupart d'entre eux, c'est parce qu'il y a un mieux vivre ensemble. Ils ont vraiment ça chevillé au corps, et c'est eux qui vont nous changer notre société. Ça va peut-être être un peu long, ça va peut-être secouer un peu, mais je pense qu'on va y arriver. Oui. Autre intervention? Oui, Victor Guélavardin, DigiSolutions. J'ai une question justement relative aux écoles. Il y a beaucoup de jeunes, en effet, qui sont impliqués dans tout ce qui est développement durable, etc. Mais finalement, quand on parle avec eux, ils connaissent assez mal le monde de l'industrie, la production industrielle. Ils sont entourés par des gens qui travaillent dans le service et ils ont
une connaissance limitée de l'impact industriel tel que pouvaient l'avoir les gens il y a 50 ans. Et ils ont des projets d'aller faire le tour du monde, etc. Très bien. Comment vous voyez cette vision où finalement ils utilisent quand même beaucoup d'éléments qui sont liés à l'industrie, qui sont en fait produits loin d'ici? C'est vrai que créer une boîte, c'est plus facile avec Internet. Et c'est sûr que dans la création d'entreprise, nous, on ne voit pas beaucoup de création d'entreprises industrielles. Bon, après, le monde de l'industrie a vraiment besoin de recruter en France. Je pense que c'est assez difficile. Moi, je crois énormément à l'apprentissage. Et je pense que la loi sur l'apprentissage est une loi qui pourra, je pense, aider fondamentalement à attirer des jeunes talents dans le monde de l'industrie. C'est vrai qu'on parle service, on parle Internet, on parle application mobile, mais on ne parle pas beaucoup d'industrie, on n'en parle pas suffisamment. Bon, là, ils vont là où c'est le plus facile d'aller, c'est vrai, et c'est là où ça le recrute le plus. Je pense que l'apprentissage est un outil qui peut être formidable. Monsieur Ferron. Oui, pour intervenir également à HEC, il y a de plus en plus de mix d'étudiants qui ont fait des écoles d'ingénieurs et qui font des masters et du parallèle comme ça entre les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce, ce qui permet de côtoyer des gens qui vont après peut-être travailler dans l'industrie, même si la facilité veut que créer un site web en 3 mois, c'est nettement plus facile que créer un produit avec un prototype qui va prendre 4 ou 5 ans et beaucoup d'argent. Autre question? On parlait de l'apprentissage, l'alternance aussi, c'est important. L'alternance et l'apprentissage, oui, c'est très... non, mais HEC, encore une fois, est une très très bonne école. Je suis complètement d'accord, je suis très emmerdé. Mais si vous voulez, c'est un petit monde quand même. Quand on voit le marché de l'emploi, bien sûr, HEC, l'ESSEC, Subdeco Lyon, Subdeco Paris, EM Lyon, tout ça, c'est magique. Mais c'est un petit monde. Et on est un peu dans l'entre-soi. Et de donner envie à quelqu'un qui sort d'un IUT ou d'un bac technique d'aller dans l'industrie parce que ça le motive, parce qu'il retrouve du sens, parce qu'il a envie de le faire, c'est pas si simple. Moi, un jour, j'arrive au bureau et on avait une fuite dans mon bureau. Bon, ça arrive. Hein. Donc il y a un type qui arrive, je lui dis vous êtes plombier? Oui, je suis plombier. Mais vous êtes dans quelle boîte? Ah, je suis pas dans une boîte, moi je suis auto-entrepreneur. Je lui ai demandé pourquoi vous êtes auto-entrepreneur. Il m'a dit je supporte plus de bosser pour quelqu'un que je ne vois pas, que je ne connais pas. Donc c'est quand même symptomatique, et il n'est pas le seul dans ce cas-là. Donc je crois qu'effectivement, tout ce qui est les grandes écoles sont un peu en avant-garde sur tous ces sujets-là, mais il faut aller dans le cœur des régions, de motiver les jeunes à aller dans des métiers qui sont nobles. Si vous cherchez un soudeur, nous on est actionnaire d'une entreprise qui a besoin de soudeurs, c'est pas si simple. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver des soudeurs. Il y a peut-être aussi la sémantique, le vocabulaire qui est compliqué quand on dit soudeur, chaudronnier. Chaudronnier, c'est des métiers pourtant de très haute technologie. Très haute technologie, c'est très compliqué. Et c'est mal expliqué, il manque de pédagogie finalement auprès des entreprises également. Les entreprises manquent un peu de pédagogie. Voilà, je suis webmaster, je suis entrepreneur, j'ai créé ma boîte, j'ai fait ma start-up, c'est très chic, mais je suis chaudronnier, je suis plombier. N'empêche, les plombiers, ils vivent très bien. Hein. Ah, ben oui, ça c'est un beau métier par les temps qui courent. Alors, on attend toujours Monsieur Artus Bertrand. On ne va pas meubler pendant une demi-heure. Non, mais j'ai une question. On peut faire un chant j'ai une question en termes de benchmark. Vous nous avez vanté les mérites de votre action, enfin de la finance bienveillante. Est-ce qu'on est leader en France en la matière, ou est-ce qu'il y a d'autres exemples sur l'économie, sur ce que vous pratiquez finalement? Alors, c'est pas du tout pour Raise, l'initiative de Raise, de dire l'équipe partage 50% de ses gains pour une fondation, c'est unique au monde. Unique au monde. Maintenant, il y en a plein d'autres qui le font, mais pas 50%. Il y a beaucoup de fonds, genre BlackRock, qui a fait beaucoup parler d'eux, ils donnent 0,5% de leurs fees ou 2% de leur caride, mais c'est pas 50%. À tel point qu'un jour, je reçois un mail de la fondation Bill et Melinda Gates en me disant « Est-ce que vous avez une présentation de Raise en anglais ?» Bon, on a traduit en vitesse notre présentation en anglais, donc on l'a envoyé. Florence qui est ici connaît l'histoire, mais donc j'ai envoyé la présentation, et puis après je reçois un mail en disant 3 semaines après, bon voilà, Bill Gates vient le 25 novembre 2017, est-ce que vous seriez libre pour organiser un dîner chez vous?
Il s'invite. Alors là, j'ai un petit moment de doute sur moi-même, d'imposture totale. J'ai envoyé les mails à mes enfants d'ailleurs pour qu'ils essaient de me valoriser auprès d'eux. Ils sont bien foutus de moi. Ils pensaient que c'était une blague. Il est venu dîner le 25 novembre 2017 chez Raise avec nos administrateurs. C'était un dîner de 14. Il est arrivé à 19h30 pétante. Avant, il y avait un peu de sécurité qui est arrivé. Il a bu un coup avec nos équipes. Il est resté jusqu'à 11h30, midi moins le quart. C'était juste exceptionnel. Et à la fin, il m'a dit, il nous a dit, si vous pouvez faire je vais vous inviter aux États-Unis pour que vous fassiez la promotion du give back dans le monde du private equity aux US. Gonzague de Blinière, Clara Guémard qui fait la promotion du give back aux États-Unis, je le sentais moyen. Donc j'ai dit que je passais mon tour. Mais s'il est venu, c'est quand même qu'il a identifié un phénomène nouveau. Donc ça nous a vraiment fait plaisir et valorisé. Donc oui, c'est unique. Et je pense que l'entrepreneur français est super bienveillant. Le patron d'une petite entreprise de chaudronnerie ou je sais pas quoi dans la vallée de l'Arve, c'est un type qui est extrêmement généreux. Quand on est entrepreneur, je pense que vous êtes d'accord, on est généreux avant tout. Donc on a ça dans les tripes. Donc pour traduire cette générosité, on peut peut-être l'organiser, la rendre systématique au profit d'une cause dans son propre secteur en impliquant ses salariés. C'est le MEB. Bien. Écoutez, je pense qu'on a fait quand même le tour de la question. Je ne vais pas prolonger le plaisir, même si ça en vaudrait la peine. Je vous en prie, vous pouvez... je vous laisse disposer. Je vous propose tout simplement... Bravo à tous les trois. Je vous propose tout simplement de marquer une petite pause.